messieurs, en votre titre de qualité, chers amis, c'est un honneur de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de notre traditionnelle cérémonie du dimanche, à l'occasion de la manifestation Vive l'époux. Cette année, il me tenait particulièrement à cœur, ainsi qu'un certain membre de notre association qui se reconnaîtront, de se réunir ici même sur la tombe du pilote Georges Jarry, que j'ai eu la chance de connaître quelques années avant son grand départ en décembre 2007. En effet, cette année, nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de Georges. Le résumé de sa carrière militaire et civile que je vais vous présenter vous en dira long sur la personne qu'il était et de la vie peu banale qu'il a vécue. Georges Jarry est né le 11 novembre 1916, 2 ans, jour pour jour avant la fin de la Première Guerre mondiale, dans le village d'Offrebert, où nous nous trouvons en ce moment, à quelques dizaines de mètres de ce cimetière. Passionné par les récits de Jules Verne, l'aventure et les voyages, sa passion pour l'aviation remonte à son plus jeune âge, si bien qu'à 10 ans, il était déjà décidé à devenir pilote. Afin de se donner toutes les chances, il entame des études d'ingénieur technicien et obtient par la suite une licence civile de pilote. À la suite de quoi, il entame, en 1938, une formation de pilote militaire à l'école de pilotage à Wevelgem. Lorsque la guerre éclate, cela faisait 1 an que Georges volait, après avoir obtenu son brevet de pilote militaire. Il était alors détaché à Gaussoncourt, à Clermont, dans la 5e escadrille, 3e groupe, 1er régiment aéronautique. Le 10 mai 1940, premier jour de la guerre, tous les avions de l'escadrille de Jarry décollèrent. Se retrouvant face à face avec un avion allemand, Georges tente alors d'actionner les mitrailleuses et constate que celle-ci ne fonctionne pas. Il passe alors sous l'avion allemand, qui lui non plus n'a pas tiré. À l'atterrissage, Georges est horrifié. Il constate que les réservoirs de fluide des pompes qui commandent le tir des mitrailleuses avaient été vidés une semaine auparavant, afin d'éviter des attaques intempestives des mecs. Un peu plus tard, un avion de reconnaissance allemand passe au-dessus de la base. Georges demande pour décoller là-bas, et le commandant sort son pistolet en disant non, on ne décolle pas, je n'ai pas reçu d'ordre. Une demi-heure plus tard, 9 Messerschmitt détruisaient les 14 avions qui étaient camouflés sous les armes. C'est de cette manière que la guerre commence pour Georges. Privé d'appareil, Georges récupère sa moto et roule de base en base dans la débâcle à la recherche d'un avion, ce qui l'amène près de Toulouse, en France. Apprenant la capitulation belge, il rentre tant bien que mal à Opprebert à l'aide de faux laissez-passer. La vie reprend son cours à Opprebert et Georges s'engage bénévolement au secours d'hiver. Mais le désir de reprendre le combat, mais surtout de voler, ne fait que grandir en lui. Il prend alors la décision de s'enfuir en Grande-Bretagne. Il trouve l'occasion de s'y rendre grâce à la ligne d'évasion Comet de la célèbre André de Jong. C'est ainsi qu'en traversant la France, l'Espagne et le Portugal, Georges rejoint la Grande-Bretagne le 12 avril 1942. Le 2 septembre, il est admis dans les rangs de la Royal Air Force et entame alors une formation théorique et pratique qui se clôture le 15 mars 1943, avec un dernier vol de contrôle avec le grand patron du RAF Collège qui lui annonce qu'il arrive à piloter les épreuves. Georges entame alors son entraînement sur Hawker Hurricane au Service Flying Training, avant de passer au 55e OTU et entre le 26 juin 1943, date mémorable pour Georges, au sein de l'escadrille 609 Squadron, West Riding of Yorkshire, qui voit confier les commandes du redoutable chasseur Hawker Typhoon, un monoplace de chasse est appuyé au sol, un des premiers chasseurs de chars de l'époque et appareil d'attaque au sol par excellence. Cet avion est propulsé par un puissant moteur Napier-Sabre de 2400 chevaux et équipé de 4 canons de 20 mm. Il peut également emporter des bombes ou 8 roquettes contenant chacune 30 kg de TNT. Ils peuvent détruire les chars allemands les plus imposants, voire même retourner une locomotive. Titulaire de 3 victoires et demie en vol et de la destruction de 3 avions au sol en France, Georges, surnommé UPA, effectua 2 tours d'opération, soit 345 sorties, dont 112 sorties offensives sur cet avion mythique, tirant 460 roquettes et ayant été touché 13 fois par la frappe. Il participa à de nombreuses campagnes pour la libération de l'Europe. On peut citer notamment les nombreuses missions Rhubarb et Rangers visant à survoler les territoires occupés et attaquer les cibles rencontrées. La participation à la bataille de Normandie, à la poche de Falaise, à la libération de la Belgique, à l'opération Market Garden
et à la bataille de la poche de Presken et de Malkeren, bataille duquel il gardait de nombreux souvenirs. Sa première victoire aérienne est obtenue en abattant un biplan bunker Youngmeister à proximité du château de Versailles. Le 10 janvier 1944, il décroche la 100e victoire belge depuis l'arrivée des aviateurs belges en Grande-Bretagne, en abattant un Junkers 88 aux environs de Melbourne. Ensuite de quoi, le 23 février 1943, une cérémonie se déroule à l'aérodrome de Hornchurch avec la présence de la BBC et du Premier ministre belge Pirlo. Le 26 février 1944, George faisait partie d'une formation de 4 pilotes. George reçoit l'autorisation to go to say hello to his mother, autrement dit d'aller dire bonjour à sa maman, qui habitait juste ici à côté. Au-dessus d'un brevet de sa guitare, il passe et repasse à vitesse réduite. Tout le village est dehors, nappe et serviette à la main pour le saluer. Il reprend alors sa mission après avoir salué ses amis. Vitesse augmentée, dernier virage, et il aperçoit un Junkers 88 juste devant lui, après une nappe de brouillard. Le Typhoon crache alors une courte rafale. Le moteur droit du Junkers est en feu, mais le pilote allemand poursuit son vol. George le rattrape alors, le dépasse, le réattaque, et le Junkers 88 explose. Les débris s'écrasent à Nerms près de Hougarten. Il s'agit de sa 3e victoire aérienne. De ces faits d'armes, George ne tirait aucune gloire. Comme il le disait si bien, ces pauvres types volaient comme nous, ce n'était pas l'homme que l'on tentait d'abattre, c'était l'avion, la machinerie ennemie. Il n'y avait pas vraiment de haine pour l'ennemi en tant que personne humaine. Si ceux que j'ai abattus étaient ici, on boirait des pintes ensemble. Pour cette arme, il se verra attribuer la Distinguished Flying Cross par Sa Majesté le roi George VI en date du 30 avril 1945. Ce n'est pas sans un pincement au cœur que George quitte ses collègues de l'escadrille 609 pour devenir pilote d'avion de transport en posant les bases de sa future carrière de pilote de ligne dans le civil. Avec son passage au transport commun, il assure de nombreuses missions de support aux troupes combattantes jusqu'à la fin de la guerre, allant même jusqu'en Inde. Pendant 5 années de guerre, George fut marqué par l'ambiance de la Royal Air Force. L'esprit de corps y était particulièrement présent, une société dans laquelle tout le monde avait de l'estime pour l'autre. Après sa démobilisation, il intègre la Sabena, où il poursuivit sa carrière pendant près de 30 ans, jusqu'en 1978, terminant comme commandant de bord à bord du célèbre 747 Jumbo Jet. En février 1946, il inaugurait la liaison Bruxelles-Genève. Et pour la petite anecdote, ne disposant pas encore de la tenue de la compagnie, donc de la Sabena, George avait enfilé son uniforme de la Royal Air Force. Arrivant en Suisse, il fut prié de ne pas quitter l'avion. Mais il n'en trinqua pas moins avec le Premier ministre suisse qu'il avait rejoint dans l'habitacle. Durant sa carrière, il assura notamment les longs courriers outre-Atlantique, ce qui l'amena à traverser l'Atlantique à plus de 2400 reprises. Lors des événements du Condor, il répondit présent. Le 17 juillet 1960, il ramena 303 femmes et enfants de Léopoldville, un vol exceptionnel car il effectua les 7000 km d'un coup d'œil. Au terme de sa carrière, on estima qu'il avait totalisé 27 000 heures de vol. Fameux record dont il ne tirait aucune gloire, étant simplement heureux d'avoir rendu service tout en vivant sa passion. Après avoir passé une retraite paisible à Waskin, village ici à côté d'Ovreville, avec de nombreuses parties de chasse à son actif, il s'éteint dans sa 92e année en décembre 2002. Cet hommage me rendait particulièrement à cœur, car c'était pour moi un plaisir et une joie de pouvoir me rendre plusieurs fois par mois chez lui, à son domicile, afin de l'écouter raconter l'histoire de cette époque. Histoire qu'il me contait toujours avec beaucoup d'émotion et d'humilité, sur un ton de confidence, surtout lorsqu'il parlait de son ami Balbo Roulan, abattu en plein vol en Normandie sur ses yeux. Remercier les porte-drapeaux ici présents, la garde couleur, toutes les personnes qui ont pu rehausser de leur présence cette cérémonie. Et pour bien clôturer, je vous invite à venir prendre le verre de l'amitié dans le chapiteau qui se trouve à proximité du musée à Malher, où vous serez bien accueillis. Un tout grand merci.